Merci à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle séance du SIEJ. Pour l'instant, le SIEJ se réunit à un rythme quand même assez soutenu. Vous l'aurez vu, il y a encore une réunion jeudi prochain sur une thématique autre que celle qui nous occupe. Puis après, ça va comme un tout petit peu se calmer, rassurez-vous. L'idée n'est pas qu'on se voit chaque semaine, on a tous évidemment des agendas chargés. Cela étant, on est très heureux évidemment d'avoir une troisième séance aujourd'hui sur une thématique tout à fait, sur plutôt un auteur tout à fait clé et charnière dans notre exploration de notre thématique droit et vérité, Michel Foucault, qui va nous être présenté, ou ses réflexions sur la vérité et les formes juridiques, qui va nous être présenté par Martin Mees, qui est docteur en philosophie, professeur ici pour les invités, et qui, depuis le début, a marqué son intérêt pour cette recherche, et qui justement, c'est intéressant pour nous, parce qu'on a eu deux premiers exposés par des juristes, principalement, et qui donc forcément, lui, ayant un background tout à fait différent, va venir avec sans doute un éclairage complémentaire et certainement enrichissant. Donc voilà, merci déjà Martin pour ta présentation. Merci Antoine, et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très content de vous présenter quelques recherches et de parler pour la première fois au SIEJ. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, ce n'est pas une réflexion personnelle et particulièrement originale sur ce thème, vu que, comme Antoine l'a rappelé gentiment, je viens plutôt d'un bagage philosophique et je n'ai pas une formation en droit ni des compétences particulières, et ce n'est pas mes questions à la base. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de ressaisir ce que Foucault a pu en dire, notamment sur l'articulation entre droit et vérité, parce qu'il me semble que ça peut faire pas mal d'écho aux deux premières séances et à la fois nous amener peut-être dans un autre cadre. Alors, Foucault est loin de clore ce débat et d'avoir un propos définitif là-dessus, parce que la question du droit est en partie extérieure à ses questionnements à lui. Mais il me semble que à la fois la question de la vérité chez lui est centrale, à la fois la question du droit arrive quand même de façon transversale à plusieurs moments de son œuvre, et il réfléchit de façon thématique l'articulation droit et vérité. Donc il me semble intéressant d'essayer de recomposer un petit peu ce qu'il a pu en dire, et d'essayer de tirer, alors peut-être pas toutes ces réflexions et toutes ces observations, mais quelques grandes conclusions sur la façon dont il pense cette articulation. Donc je vais procéder en trois temps. D'abord, essayer de vous présenter un peu le cadre général dans lequel s'inscrit Foucault, donc à la fois ce qu'il dit du droit, à la fois ce qu'il dit de la vérité, à la fois la façon dont il essaie d'articuler les deux. Et je vais revenir un peu sur quelques grandes notions chez lui, alors de façon très très brève, mais un peu pour donner le cadre dans lequel Foucault pense, parce que c'est toujours difficile chez lui de tirer une pensée de son geste global. Puis j'essaierai de faire un commentaire un peu plus serré, un peu plus soutenu d'un de ses textes, La vérité et les formes juridiques, qui est en gros un texte qui retranscrit 5 conférences qu'il a énoncées au début des années 70, et qui donc a vraiment là pour objectif de mêler ces notions qui nous intéressent nous. Et puis je terminerai rapidement sur quelques observations sur ce qu'on peut penser du droit, notamment dans son rapport à la norme, parce qu'il me semble que cette articulation loi-norme ou droit-norme chez Foucault est assez intéressante. Une phrase de Foucault: « Je crois trop à la vérité pour ne pas supposer qu'il y a différentes vérités et différentes façons de la dire. » C'est une phrase que Foucault donc dit dans une interview, en l'occurrence sur l'esthétique de l'existence, pour répondre en fait à différentes personnes qu'il qualifie d'esprit simpliste, qui pensent que Foucault déconstruit la vérité au sens où il annule la vérité, où il n'y croit pas, ou alors où il ignore la vérité. Et bien sûr, Foucault poursuit l'entreprise de Nietzsche, qui consiste à déconstruire l'idée d'une vérité absolue, comme idole transcendante et anhistorique, qui nous préexisterait, qui posséderait une consistance objective, à laquelle on devrait tâcher de parvenir par des différentes opérations justement de dévoilement. Et donc, Foucault, certes, est dans cette logique de la déconstruction, mais pour lui, cette déconstruction n'est pas menée contre la vérité, elle est précisément menée en son nom. En ça, Foucault peut être considéré, à mon avis, comme un philosophe de la vérité, non parce que cette notion serait pour lui évidente ou parce que son périmètre serait facilement déterminable, mais précisément parce que la vérité pose problème et qu'elle appelle donc chez lui un travail à la fois de problématisation et de conceptualisation qui prend forme à travers toute son œuvre. En effet, Foucault résume son travail philosophique comme une entreprise visant à saisir une histoire de la vérité, ou plus précisément une histoire des jeux de vérité.
Je reviendrai sur ces notions. Mais dans les grandes lignes, on peut déjà dire qu'il s'agit pour lui de prendre le contre-pied du fantasme d'une vérité absolue, donc, qui traverse la pensée occidentale depuis Platon. Pour Foucault, la vérité n'est pas unique, mais multiple. Elle n'existe pas hors du temps, mais nécessairement inscrite dans l'histoire. Elle est dépendante de contextes et de systèmes singuliers qui lui donnent corps et légitimité. Bref, la vérité est construite, pour faire référence à ce que Diane développait à notre dernière séance sur le constructivisme. Et c'est l'objet de la première citation de l'exemplier, qui illustre ça de façon assez parlante. Faire l'histoire de la vérité, faire l'histoire des jeux de vérité, faire l'histoire des pratiques, des économies, des politiques de véridiction. Faire cette histoire suppose qu'on ne puisse aucunement se contenter de dire « si on a dit telle vérité, c'est que cette vérité était réelle ». Il faut dire au contraire, le réel étant ce qu'il est, quelles ont été les conditions improbables, les conditions singulières, qui ont fait que, par rapport à ce réel, un jeu de la vérité a pu apparaître, avec certes ses raisons, ses nécessités, mais ces raisons et ces nécessités qui ne sont pas simplement le fait que les choses en question existaient. Donc si je reprends la citation initiale, je crois trop en la vérité, etc., il y a différentes vérités, en fait, parce qu'il y a différentes façons de la dire. Et cette formule peut s'appliquer d'ailleurs à Foucault lui-même, qui, à travers toute sa vie, a donné à la vérité différents sens, qu'il liste, qu'il définit, et que je ne vais pas reprendre systématiquement, parce que ça nous éloignerait beaucoup trop de la question du droit, que je vais essayer quand même de tenir malgré tout. Mais globalement, on peut dire que la vérité fait l'objet de procédures réglées, c'est ça que nous dit Foucault, qui d'une part confèrent à la vérité sa force contraignante, son efficacité, mais sont elles-mêmes, ces procédures, l'enjeu de rapports de force et de rapports de pouvoir. C'est pour souligner le jeu de pouvoir qui conditionne toute entreprise de savoir, que Foucault est amené à parler de régime de vérité, au même titre qu'on parle de régime politique, c'est-à-dire comme ceux qui déterminent les obligations des individus quant aux procédures de manifestation du vrai. De la même façon, le droit peut être pensé comme un régime, comme un système, c'est la deuxième citation. Il dit on peut parler également de régime pénal, par exemple, pour désigner l'ensemble là aussi des procédés et institutions par lesquels les individus sont engagés, déterminés, contraints à se soumettre à des lois de portée générale. Alors, dans ces conditions, pourquoi en effet ne pas parler également, transfert, de régime de vérité, pour désigner l'ensemble des procédés et des institutions par lesquels les individus sont engagés et contraints à poser, dans certaines conditions et avec certains effets, des actes bien définis de vérité. Le problème, poursuit Foucault, ce serait d'étudier les régimes de vérité, c'est-à-dire, d'une part, les types de relations qui lient les manifestations de vérité avec leurs procédures, et d'autre part, les sujets qui en sont les opérateurs, les témoins ou éventuellement les objets. Je vous passe la citation 3 qui développe ça d'une autre façon, mais c'est le même principe. Ainsi, à suivre la philosophie de Foucault, il faut toujours penser les régimes de vérité au pluriel. La science moderne ne représente d'ailleurs pour lui qu'un régime possible de vérité parmi d'autres. Les vérités sont multiples, et elles sont prises donc à la fois dans un processus de formalisation de savoir, qui dépend de procédures, etc., 2, dans des rapports de pouvoir, et 3, mais aussi dans un procédé de constitution de subjectivité, de constitution de sujet. On convoque souvent le rapport savoir-pouvoir pour rendre compte de la pensée de Foucault, mais cette pensée se déploie en fait selon 3 axes, qui sont ceux que je viens de citer, que Foucault lui-même a abondamment repris et resynthétisé à la fin de sa vie, relevant lui-même d'ailleurs dans son œuvre des moments où ces 3 axes se mêlaient, ou des moments où chacun de ces axes était approfondi pour lui-même. Des moments où il se mêlait, par exemple dans son travail initial sur l'histoire de la folie, et puis des moments où ces axes chacun étaient approfondis, forme du savoir dans l'archéologie du savoir et les mots et les choses, généalogie de pouvoir et des rapports de force dans surveiller et punir, puis dans la volonté de savoir, et enfin constitution des sujets, des subjectivités, dans les tomes 2 et 3 de l'histoire de la sexualité. Il s'agit donc d'une triade qui est chère à Foucault, et on ne peut pas vraiment comprendre Foucault, justement, sans saisir la cohérence de cette tripartition. Forme de savoir, rapport de pouvoir, constitution de sujet, qui ensemble représentent pour lui l'objet même de la philosophie, ce qu'il nomme expérience. C'est la citation 4. Par pensée, je voulais dire une analyse de ce qu'on pourrait appeler des foyers d'expérience, où s'articulent les uns sur les autres, premièrement, les formes d'un savoir possible, deuxièmement, les matrices normatives de comportement pour les individus,
rapport de pouvoir, rapport de force, et enfin des modes d'existence virtuels pour des sujets possibles. Cette question du sujet vient donc habiter ce rapport savoir-pouvoir souvent présenté chez Foucault, et la vérité chez lui est donc à la fois l'objet ou l'enjeu de ce qu'il appelle des procédures d'assujettissement. Lorsqu'il s'agit, par exemple, pour nos savoirs, de dire la vérité sûre, de parler à la place d'un certain nombre de sujets, ou alors de leur demander au contraire de dire la vérité sur eux-mêmes, sur leurs pratiques, sur leurs pulsions, sur leurs crimes, sur leurs délires, sur leur genre, sur leurs préférences, de se déchiffrer eux-mêmes, selon la formule de Foucault, pour parvenir à dévoiler devant le prêtre, devant le psychanalyste, le savant, le juge, quelle est leur vérité profonde, ou pour se reconnaître eux-mêmes dans un certain nombre de catégories qui sont forgées par avance et toutes prêtes à classifier les humains. Cette forme de discours, dit Foucault, est non pas seulement celle du discours dans lequel on pourrait dire la vérité sur le sujet, mais celle du discours de vérité que le sujet est susceptible de dire sur lui-même sous un certain nombre de formes culturellement reconnues et typées, que ce soit par exemple l'aveu, la confession, l'examen de conscience. Mais la vérité peut aussi être au cœur, chez Foucault, de processus de subjectivation qui sont présentés de façon plus positive, lorsque le sujet, de façon autonome, sculpte sa parole dans la forme d'un dire vrai, un dire qui est potentiellement par sa vérité un subversif vis-à-vis des normes et des attendus, et qui fait preuve, selon le titre du dernier cours de Foucault, d'un certain courage de la vérité. Ce courage, c'est celui du parésiaste et du cynique antique, c'est celui du lanceur d'alerte moderne, c'est celui de l'intellectuel qui ose aller à contre-courant de son temps pour produire un vrai travail critique, au sens fort du terme. C'est le courage de ceux et celles qui s'écartent des routines et des formes de prêt-à-vivre qui sont toutes faites pour inventer leur vie, dit Foucault, d'une façon autonome et singulière, pour le dire autrement, qui travaillent leur existence comme une œuvre d'art, en vue de lui donner la forme que Foucault appelle la forme de la vraie vie. Et qu'est-ce que c'est la vraie vie, qui convoque à nouveau la question de la vérité? C'est non pas une vie qui trouve sa valeur par son authenticité, ou par son identité à soi-même, au sens d'une vérité de soi-même qu'il faudrait découvrir par justement le secours de telle procédure de dévoilement ou de développement personnel, mais une vie, dit Foucault, ouverte sur des possibles, une vie créative, qui invente de nouvelles manières d'exister, de nouvelles formes de vie. Car la vérité, dit Foucault, et ça apparaît dans la toute dernière phrase de son tout dernier cours, donc vraiment quelques semaines avant qu'il meure du sida, la vérité, je le cite, ce n'est jamais le même. Il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. Donc il y a vraiment l'idée chez Foucault d'une vérité comme transgression, subversion qui ouvre à autre chose, comme ouverture. Voilà, en quelques mots, donc, ce que Foucault a pu concevoir de la vérité. Le droit, chez lui, est une notion, en contrepartie, beaucoup moins centrale. Mais il y touche dans différents ouvrages, donc le Surveiller et punir, qui paraît en 75, mais également dans des cours et des conférences. Alors je les cite, Théorie et institution pénale, le cours au Collège de France de 71-72, Il faut défendre la société, 75-76, Du gouvernement des vivants, 79-80, mais peut-être encore plus spécifiquement dans la conférence qu'il tient à Louvain, Mal faire, dire vrai, fonction de l'aveu en justice, et celle dont je vais parler aujourd'hui, qui est un cycle donc de plusieurs conférences tenues à l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro, du 21 au 25 mai 1973, et publié l'année d'après sous le titre « La vérité et les formes du juridique ». Si Foucault touche à la question du droit, ce n'est néanmoins pas parce qu'il aurait l'intention de faire une théorie du droit ou des phénomènes juridiques, mais parce qu'il déploie une réflexion sur la société contemporaine dans tous ses aspects. Une réflexion donc qui ne compartimente pas les disciplines, mais qui tente de penser leur co-construction à différents moments de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on pourrait grosso modo comprendre comme la méthode archéologique chez lui, faire une coupe transversale dans l'histoire pour voir comment les différents discours s'articulent les uns aux autres, ou rendre compte de l'évolution des idées, des disciplines de façon interne au cours de l'histoire, et ça, c'est ce qui renvoie plutôt à la méthode généalogique chez lui. Vous me dites si je vais trop vite ou au contraire si je peux aller plus rapidement parce que c'est des choses bien connues. Ça vient comme ça, parfait. Et donc, ainsi que le montre Jean-Arnaud Mazère dans un article très synthétique sur la question du droit chez Foucault, qui est publié justement dans un numéro
récent, enfin de 2017, de notre revue interdisciplinaire d'études juridiques, il nous dit « Les réflexions sur le droit s'inscrivent, selon les mots mêmes de Foucault, à l'intérieur d'un projet plus large qui se situe dans une perspective qui est de nature à la fois sociopolitique et épistémologique. Foucault, effectivement, situe le droit non seulement en aval des institutions juridictionnelles, mais plus largement au sein de la globalité des normes et des faits sociaux, en faisant ainsi un élément de l'ensemble plus étendu des rapports de pouvoir. Et de ce fait, Foucault paraît laisser échapper la nature propre du droit et les caractères spécifiques des normes juridiques. » Différents travaux assez récents ont néanmoins tenté de reconstituer soit là où les conceptions du droit chez Foucault, soit les façons dont sa philosophie générale, qui excède le droit, venait enrichir ou venait travailler le droit de l'intérieur et pouvait donner lieu à une certaine façon de considérer le droit ou de pratiquer le droit. Alors je ne vais pas rentrer dans tous ces travaux, mais il y a donc tout ce numéro dont je viens de parler qui a été publié dans notre revue interdisciplinaire d'études juridiques en 2017, donc tout un dossier sur penser le droit avec Michel Foucault qui est vraiment pas mal à ce sujet. Il y a un ouvrage de 2011 de Nicolas Thirion qui s'appelle Théorie du droit, droit, savoir, pouvoir, qui est une façon d'envisager le droit. Alors c'est à la base destiné à des étudiants, mais à partir de toutes les catégories de Foucault. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut penser le droit à partir de catégories qui ne sont pas faites explicitement pour le droit. Il y a un collectif de 2020 intitulé Foucault face à la norme, qui est, je pense, sans doute le plus intéressant sur cette question, avec différentes contributions. Et voilà, enfin bref, différentes références donc, auxquelles vous pouvez vous référer pour ça. Alors j'aurais pu emprunter une voie similaire, en essayant de contribuer avec Foucault à la question qu'est-ce que le droit, voire qu'est-ce que la vérité du droit, ce qui aurait correspondu plutôt à notre premier axe de recherche. Alors soit en dégageant les conceptions du droit qui sous-tendent son discours sur le droit, soit en voyant comment est-ce qu'on peut penser le droit à partir de ces catégories. Mais ce n'est pas la voie que j'ai empruntée parce qu'il me semble que ce n'est pas la voie que Foucault lui-même emprunte. Il ne pense pas directement le droit en tant que tel, comme question, mais il réfléchit par contre explicitement la relation du droit à la vérité en un autre sens. Son projet, il le définit justement dans le résumé du cours de théorie et institution pénale. Son projet, c'est suivre la formation de certains types de savoirs à partir des matrices qu'il qualifie de juridico-politiques qui leur ont donné naissance et qui leur servent de support. Je vais rentrer vraiment dans cette question. En d'autres termes, s'interroger sur les façons dont le droit lui-même peut être compris à certains aspects comme matrice de connaissances, comme producteur de vérité, ou ce qu'il appelle comme lieu, disons, de jeu de vérité. En ce sens, le droit est interrogé non pas comme un objet sur lequel il faudrait dire le vrai, ce qui est le sens 1 de notre recherche, si je ne me trompe pas, non pas seulement comme le cadre donc autoréférentiel au sein duquel il faudrait parvenir aux réponses et interprétations les plus adéquates, pertinentes, justes, vis-à-vis de la grammaire du droit, donc la vérité dans le droit, ce qui est notre sens 2, notre axe 2, mais plutôt donc comme le droit comme sujet de vérité, au sens d'une pratique génératrice de vérité, des vérités qui donc excèdent le champ du droit, comme pratique du coup qui fait jouer la notion même de vérité et qui constitue différents paradigmes de production du vrai, c'est-à-dire le droit compris en ce sens comme régime de vérité, ce qui vient plutôt donc informer l'axe 3 de notre recherche. Et c'est cet axe-là et donc cette réflexion-là que j'aimerais approfondir en analysant donc le texte dont je vous parlais. Ce texte où il me semble que Foucault sans doute donne le plus d'ampleur à cette articulation entre droit et vérité. Et ces 5 interventions qui font disons, le corps de ce texte forment une matière assez riche, assez dense, assez longue, ça fait plus d'une centaine de pages, qui n'est pas une matière nécessairement compliquée, mais dont la structure n'est pas toujours évidente à saisir ou n'apparaît pas de façon simple au premier coup d'œil. Et donc voilà, elle mérite d'être un peu reconstruite, ce que je vais essayer de faire. Globalement, il y a une conférence qui est dédiée à introduire son sujet et qui elle-même se divise en 2 parties. Alors d'abord, l'établissement de ses objectifs de recherche, il fonctionne de façon presque comme un dossier FNRS, objectif de recherche, puis le cadre général dans lequel il s'inscrit, un état de l'art, où il reprend Nietzsche pour montrer quelle est la trame philosophique dans laquelle il s'inscrit, et puis les 4 conférences d'après, où il développe vraiment le corps de sa recherche,
et où il va en fait analyser deux cas, deux formes juridiques particulières de production de vérité. La première dans les deux, les conférences de E3, et celle d'après pour les deux dernières. Donc pour d'abord prendre l'introduction, les objectifs de recherche de Foucault mêlent disons, les trois champs d'expérience que j'ai cités précédemment qui intéressent Foucault. Alors ils n'apparaissent pas aussi divisés, aussi fermement explicités que ce que j'ai pu vous dire, vu que ça j'ai pris des extraits qui datent plutôt des années 80. Donc là, il n'en est pas encore à ce niveau-là de conceptualisation et de regard rétrospectif sur son œuvre propre. Mais en gros, il nous dit, voilà, j'ai trois enjeux. Premièrement, il veut montrer qu'il n'y a pas, comme selon lui il voudrait un certain marxisme, d'antériorité des sujets, par exemple distribués en classes sociales, sur les pratiques sociales. Pour Foucault, il s'agit de montrer qu'il y a toujours un jeu de réciprocité, en montrant que les pratiques sociales, par exemple le contrôle et la surveillance des individus, produisent elles-mêmes des savoirs et produisent elles-mêmes des sujets. Ainsi, j'aimerais particulièrement montrer, dit Foucault, comment on a pu former au XIXe siècle un certain savoir de l'homme, de l'individualité, de l'individu normal ou anormal, dans ou hors de la règle, un savoir qui, en vérité, est né de pratiques sociales, de contrôle et de surveillance. Et comment, d'une certaine manière, ce savoir ne s'est pas imposé à un sujet de connaissance, ne s'est pas proposé à lui, ni ne s'est imprimé en lui, un sujet donc préexistant, mais a fait naître un type absolument nouveau de sujet de connaissance. Deuxièmement, et là il s'attaque plutôt à une lecture trop absolue qui serait héritée du tournant linguistique, il s'agit pour Foucault de montrer que les discours ne sont pas uniquement des faits linguistiques qui sont liés entre eux par des règles de syntaxe, de construction, mais qui doivent toujours être compris comme des lieux de pouvoir, des lieux stratégiques de rapport de force. La notion de régime de vérité renvoie donc chez Foucault à un certain contexte extérieur, à des procédures réglées, etc. Ça, je vous l'ai dit. Et la notion de jeu de vérité, elle, fait sans doute référence directement à l'idée de jeu de langage. Il parle des jeux de langage tels qu'ils se développent dans la philosophie anglo-saxonne, et qui renvoient donc à certains glissements, tensions, exercices, etc., qui sont plutôt internes à un discours dans l'élaboration de ce qui est reconnu comme vrai. Et enfin, troisièmement, il s'agit d'analyser chez Foucault le sujet en sortant d'une théorie du sujet héritée de Descartes pour voir comment se produit, à travers l'histoire, un sujet qui n'est pas donc donné définitivement, qui n'est pas ce à partir de quoi arrive la vérité, mais d'un sujet qui se constitue à l'intérieur même de l'histoire, qui est à chaque instant, dit Foucault, fondé et refondé par l'histoire. En gros, donc, forme de savoir produite par les pratiques sociales, rapport de force sous-tendant nos discours, constitution de sujet dans le mouvement même de ce jeu de savoir-pouvoir, on est bien là, grosso modo, dans les trois enjeux qui retiennent toujours l'attention de Foucault, et qui sont donc, disons, aussi structurants pour ce texte. C'est pour ça que je m'attarde un peu là-dessus. Et qui, tous les trois, reposent, en fait, finalement, sur une base commune, toujours cette idée d'une conception constructiviste de la vérité. Et Foucault parle dans ce texte, à ce titre, de la possibilité pour lui de faire une double histoire de la vérité, soit une histoire, disons, interne, qui rentrerait, selon l'épistémologie traditionnelle, dans la science, c'est vrai comment la science s'organise pour produire le vrai, etc., soit un point de vue externe, méta, et c'est le point de vue que lui essaye d'adopter pour montrer justement cette construction dans différents régimes, dans différents discours. Donc une conception, disons, un postulat commun, et une même finalité à ces trois objectifs de recherche, montrer, au fond, comment un nouveau type de sujet et un nouveau type de subjectivité naît de pratiques sociales et de discours qui sont, pour Foucault, autant de rapports de pouvoir. Et ce sujet naît de façon solidaire, justement, à certains savoirs que l'humain établit sur lui-même. Donc voilà, tous les éléments sont toujours remis ensemble, réorganisés. Ces développements sont un peu longs, excusez-moi, mais il me semble indispensable pour comprendre bien le cadre général dans lequel s'inscrit Foucault. Et dans l'analyse qui nous occupe, ces pratiques sociales, etc., sont précisément les pratiques judiciaires et juridiques qui vont être chez lui donc l'occasion d'un redéploiement
de différents éléments historiques et dont il donne le programme, et ça c'est ma citation 5, qui est un peu longue, mais qui est vraiment utile parce qu'elle balaye large et elle montre vraiment ce que Foucault va faire. Les pratiques judiciaires, la manière par laquelle, entre les hommes, on arbitre les torts et les responsabilités, le mode par lequel, dans l'histoire de l'Occident, on a conçu et défini la façon par laquelle les hommes pouvaient être jugés en fonction des erreurs commises, la manière par laquelle on a imposé à des individus déterminés la réparation de quelques-unes de leurs actions et la punition d'autres, toutes ces règles, ou si vous voulez, toutes ces pratiques régulières, bien sûr, mais aussi modifiées sans cesse à travers l'histoire, me semble l'une des formes par lesquelles notre société a défini des types de subjectivité, des formes de savoir, et par conséquent des relations entre l'homme et la vérité qui méritent d'être étudiées. Voilà la vision générale du thème que je prétends développer, les formes juridiques, et par conséquent leur évolution dans le champ du droit pénal, en tant que lieu d'origine d'un nombre déterminé de formes de vérité. On est bien dans le thème. J'essaierai de vous montrer comment certaines formes de vérité peuvent être définies à partir de la pratique pénale, car ce qu'on appelle l'enquête, enquête telle qu'elle est et a été pratiquée par les philosophes du XVe au XVIIIe siècle, et aussi par les scientifiques, fussent-ils géographes, botanistes, zoologues, économistes, est une forme assez caractéristique de la vérité dans nos sociétés. L'enquête, donc d'une part, mais aussi l'examen. Or, où se trouve l'origine de l'enquête? On la trouve dans une pratique politique et administrative, etc. etc. Ça, je passe un peu. De la même façon, au XIXe siècle, on a inventé aussi, à partir de problèmes juridiques, judiciaires, pénaux, des formes d'analyse assez curieuses que j'appellerais examen et non plus enquête. De telles formes d'analyse ont donné naissance à la sociologie, à la psychologie, à la psychopathologie, à la criminologie, à la psychanalyse. J'essaierai de vous montrer comment, lorsqu'on cherche l'origine de ces formes d'analyse, on voit qu'elles sont nées en liaison directe avec la formation d'un certain nombre de contrôles politiques et sociaux au moment de la formation de la société capitaliste, à la fin du XIXe siècle. Donc les deux formes juridiques qui intéressent Foucault, d'une part l'enquête, d'autre part l'examen. L'analyse de Foucault dans tout le texte va donc être résolument historique. Il va avancer beaucoup d'éléments et, disons, s'attarder longuement sur différentes périodes de l'histoire. Mais il le fait selon sa méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il veut remonter jusqu'aux sources de certaines de nos idées et de nos concepts pour relativiser ce qui peut apparaître comme une évidence à nos yeux et pour interroger en fait leur actualité. Parce que l'histoire, chez Foucault, n'est jamais abordée pour elle-même, elle est toujours abordée en tant qu'elle permet de, ce qu'il appelle, diagonaliser notre présent. Elle apparaît comme un point de vue critique sur notre actualité et nous permet de repenser cette actualité-là. Je passerai donc, parce que je ne vais pas m'enfoncer dans des détails d'histoire du droit, donc je vais passer globalement sur tous les éléments objectifs et historiques qu'avance Foucault pour essayer d'aller directement aux conclusions qu'il en tire. Avant ça, donc, juste un petit point sur le fait que la deuxième partie de l'introduction est donc bien destinée à inscrire la recherche de Foucault dans la ligne de Nietzsche, dans cette ligne des constructivistes de l'idée de vérité, où il reprend un texte de Foucault, de Nietzsche, disant que la vérité, pour lui, n'a pas d'origine, qu'elle n'a pas été découverte à un moment, mais qu'elle a été inventée. Il n'y a rien de naturel, nous dit Foucault, dans la correspondance qu'on établit entre d'une part la connaissance et d'autre part le monde connu. Nous partons d'un présupposé, nous dit-il, que le discours sur le réel correspond en fait symétriquement au réel en soi, mais rien ne fonde ce préjugé, puisque pour lui, toute connaissance est un construit humain. C'est la citation 6. Le monde ne cherche absolument pas à imiter l'homme, il ignore toute loi. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il définit cette conception de la vérité à partir d'un vocabulaire justement assez juridique. Gardons-nous de dire qu'il y a des lois dans la nature. C'est contre un monde sans ordre, sans enchaînement, sans forme, sans beauté, sans sagesse, sans harmonie, sans loi, que la connaissance doit lutter. C'est à lui que la connaissance se rapporte. Il n'y a rien dans la connaissance qui l'habilite, par un droit quelconque, à connaître le monde. Il n'est pas naturel à la nature d'être connu. Ainsi, entre l'instinct et la connaissance, on trouve non pas une conformité, mais une relation de lutte, de domination, de servitude, de compensation. De la même façon, il ne peut y avoir entre la connaissance et les choses que la connaissance doit connaître aucune relation de continuité naturelle. Il ne peut y avoir qu'une relation de violence, de domination, de pouvoir et de force, de violation. La connaissance ne peut être qu'une violation des choses à connaître et non pas une perception, une reconnaissance, une identification de celle-ci ou à celle-ci.
Pour le dire dans les termes de notre problématique, hein, selon Foucault, il n'y a pas de dévoilement à faire, puisque la nature, en fait, n'est ni nue ni voilée. C'est notre représentation qui les construit telles. La seule chose qu'on peut connaître, en fait, du coup, c'est le voile lui-même, si on veut poursuivre la métaphore, c'est-à-dire la manière dont on habille diversement le réel, dont on se le rend présentable et, disons, accessible à soit une connaissance, soit une pratique humaine. Ce que je prétends montrer dans ces conférences, hein, continue Foucault, c'est comment, en fait, les conditions politiques, économiques d'existence ne sont pas un voile ou un obstacle pour le sujet de connaissance, mais ce à travers quoi se forment les sujets et donc les relations de vérité. Et cette violence de la vérité, de la connaissance pour Foucault, elle tient dans le fait que les choses que nous devons connaître sont toujours singulières, sont toujours particulières, alors que la connaissance, elle, vise toujours à une montée en généralité, vise toujours à saisir l'universel, et donc tire les choses hors de leur singularité, donc produit toujours une forme de rapport de force à ce niveau-là. Or donc, les pratiques juridiques et judiciaires peuvent être pensées dans ce cadre, comme le lieu aussi de tels rapports de force, lieu d'où peut être extraite une certaine connaissance. Le droit, donc, comme une façon d'habiller le réel et les rapports sociaux, et c'est ce voile-là dont il faut inspecter la trame. Et en particulier, deux façons donc de faire le droit, enquête et examen, dont Foucault entend faire la généalogie, en tant que l'enquête et l'examen sont des modèles génériques de vérité, qui donc ne sont pas imposés de l'extérieur par un pouvoir politique, hein, qui sont imposés au sujet de connaissance, voilà comment tu dois faire le vrai, mais qui sont constitutifs des sujets eux-mêmes et d'un certain nombre de savoirs scientifiques. Alors, avant de rentrer dans le détail, je note simplement hein, que donc, ce geste-là de Foucault dans les années 70, cette volonté de penser le droit comme lieu de production de la vérité et comme production de modèles aussi épistémiques, trouve également son revers, le mouvement inverse, quelques années plus tard. Et ça, Nicolas Thirion en rend bien compte dans un autre article de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, qui a donc anticipé notre séminaire, où il montre hein, que donc, Foucault, dans ses leçons des années 80 et 81, insiste plutôt au contraire sur le passage de vérité ou de modèle de vérité au sein du droit. Donc non plus le droit comme producteur de vérité qui déporte ces vérités dans d'autres sciences, mais une vérité constituée ailleurs qui vient travailler le droit depuis l'extérieur. Et en l'occurrence, il s'agit d'importer dans la sphère juridique des pratiques qui sont celles du christianisme, qui consistent, et donc ça c'est des réflexions ultérieures de Foucault, hein, dans l'obligation de dire le vrai sur soi, etc., et qui justifient, selon Foucault, la place centrale de l'aveu, notamment en matière pénale. Je cite Thirion, hein, c'est cette séquence de la pénitence sacramentelle, faute, aveu, jugement, absolution, qui s'insinue ensuite dans les institutions civiles et qui, singulièrement dans la procédure pénale, explique l'élévation de l'aveu au rang de reine des preuves. On sait combien, du reste, les codes modernes de procédure pénale ne sont pas encore sortis réellement de cette séquence. La fonction de l'aveu en justice s'éclaire donc par la lente maturation d'une auto-aléturgie, ça c'est un vocabulaire foucaldien, puisant aux sources du christianisme primitif. Bref, donc pour vous dire que ça existe aussi, mais ce n'est pas ce mouvement-là de pratique de vérité vers le droit que je vais étudier, mais plutôt donc la pratique de l'enquête et de l'examen comme procédure d'invention ou de création de vérité. Et donc la première forme qui retient l'attention de Foucault, c'est donc celle de l'enquête, qui apparaît pour lui comme une forme alternative à un modèle de droit qui lui préexistait dans la Grèce archaïque ou dans le monde germanique avant sa domination romaine, et qui était fondé sur le modèle de l'épreuve. Et donc là, je n'invente rien, je suis les observations historiques de Foucault, qui sont peut-être fausses d'ailleurs, je ne suis pas expert en la matière, mais donc voilà ce que lui en développe donc. C'est nous dire que la justice de l'épreuve se caractérisait selon une série de règles et de rituels qui régissaient en fait tout conflit entre deux parties et qui fonctionnaient par la mise au défi par la prétendue victime de celui qui lui avait fait du tort, ou de rituels qui permettaient de prouver l'innocence
en recourant à des garants, en prononçant une série de formules rituelles, etc., etc. Et selon Foucault, donc, les preuves ne faisaient pas intervenir d'instances tierces, hein, pour juger et départager, contrairement à notre droit moderne, hein, si j'ai bien compris les analyses de François Host sur le droit comme tiers. Et c'est ce que dit Foucault dans la citation 7. Le système qui règle les conflits et les litiges dans les sociétés germaniques de cette époque est donc entièrement gouverné par la lutte et par la transaction. C'est une épreuve de force qui peut se terminer par une transaction économique. Il s'agit d'une procédure qui ne permet pas l'intervention d'un troisième individu qui se placerait entre les deux autres comme l'élément neutre à la recherche de la vérité, essayant de savoir lequel des deux a dit la vérité. Une procédure d'enquête, une recherche de la vérité, n'intervient jamais dans un système de ce type. S'oppose donc à l'épreuve le principe de l'enquête, pour Foucault, qui apparaît comme une recherche de vérité par une série de procédés rationnels qui visent à déterminer l'exactitude des faits et des responsabilités de chacun, hein, indépendamment de l'opposition entre ces deux parties. Pour Foucault, cette forme apparaît surtout en Grèce et à travers les tragédies de Sophocle notamment, qui nous racontent l'histoire et qui en font, à ce moment-là, disons, un modèle nouveau pour le droit et aussi par extension pour d'autres discours qui sont a priori hétérogènes au droit. C'est ma citation 8. Le témoin, l'humble témoin, par le seul moyen du jeu de la vérité qu'il a vu et qu'il énonce, peut tout seul vaincre les plus puissants. Et c'est là le renversement au niveau du rapport de force que l'enquête produit. Oedipe-Roi est une espèce de résumé de l'histoire du droit grec. Plusieurs pièces de Sophocle, comme Antigone et Électre, sont une espèce de ritualisation théâtrale de l'histoire du droit. Cette dramatisation de l'histoire du droit grec nous présente un résumé de l'une des grandes conquêtes de la démocratie athénienne. L'histoire du processus à travers lequel le peuple s'est emparé du droit de juger, du droit de dire la vérité, d'opposer la vérité à ses propres maîtres, de juger ceux qui le gouvernent, notamment Édipe, en l'occurrence, dans toutes les analyses que propose Foucault. Il y a eu en Grèce, donc, une espèce de grande révolution qui, à travers une série de luttes et de contestations politiques, a eu pour résultat l'élaboration d'une forme déterminée de découverte judiciaire, juridique, de la vérité. Celle-ci constitue la matrice, le modèle, à partir duquel une série d'autres savoirs, philosophiques, rhétoriques et empiriques, ont pu se développer et caractériser la pensée grecque. L'enquête trouve donc, pour Foucault, ses premières formulations dans la pensée grecque, selon une forme qu'il caractérise, selon lui, encore de rudimentaire, d'élémentaire, mais qui va s'étoffer au cours du Moyen-Âge, et en particulier au XIIe siècle, sous l'effet, disons, de ce que Foucault reconnaît comme une transformation de la société à ce moment-là, et sous l'effet de différentes pratiques sécularisées par l'Église. Alors ces changements, hein, pour lui, à cette époque, c'est le fait que les contestations ne surviennent plus seulement entre deux parties en conflit, mais sont aussi, disons, initiées par le haut, par une souveraineté qui demande une soumission à son pouvoir supérieur. C'est l'apparition dans la justice du personnage du procureur, qui représente ce pouvoir. C'est l'apparition de l'infraction, non plus comme tort commis par un individu contre un autre, mais offense d'un individu envers l'ordre de la société. C'est aussi le renforcement de l'État et du souverain, qui appelle donc le développement du principe des amendes à payer en réparation à des offenses qui pourraient lui être faites. On arrive donc à une situation, hein, où les personnages principaux, ou l'un des personnages principaux de la justice, est le procureur. Et Foucault le dit, hein, c'est ma citation 9, si la principale victime d'une infraction est le roi, si c'est le procureur qui se plaint en premier lieu, on comprend que la liquidation judiciaire ne peut plus être obtenue par les mécanismes de l'épreuve. Le roi ou son représentant ne peuvent pas risquer leur propre vie ou leur propre bien chaque fois qu'un crime est commis. Je passe quelques lignes. Quel modèle alors va être adopté? Il s'agit du modèle de l'enquête qui avait existé à l'époque de l'Empire carolingien. Quand les représentants du souverain avaient à résoudre un problème de droit, de pouvoir, ou une question d'impôt, de mœurs, de rente foncière ou de propriété, on procédait à quelque chose de parfaitement ritualisé et régulier. L'inquisitio, l'enquête. Le représentant du pouvoir appelait les personnes considérées comme aptes à reconnaître les mœurs, le droit ou les titres de propriété. Il réunissait ces personnes, leur faisait jurer de dire la vérité, de dire ce qu'elles connaissaient, ce qu'elles avaient vu ou ce qu'elles savaient. Ensuite, laissées entre elles, ces personnes délibéraient. À la suite de cette délibération, demandaient la solution du problème. C'était une méthode de gestion administrative que les fonctionnaires de l'Empire carolingien pratiquaient régulièrement. Ce modèle avait été oublié depuis l'Empire carolingien, dit Foucault, mais il a subsisté
au sein des pratiques de l'Église qui employaient ce modèle de l'enquête pour administrer leurs biens et aussi pour maintenir un certain ordre spirituel. La manière de gérer, de surveiller, de contrôler les âmes de l'Église, donc. L'enquête, dit Foucault, comprise comme regard tant sur les biens et les richesses que sur les cœurs, les actes et les intentions. C'est ce modèle qui va être repris donc dans la procédure judiciaire. Le procureur du roi va faire la même chose, en somme, que les visiteurs ecclésiastiques. Il va chercher à établir par enquête s'il y a eu crime, et si oui, qui l'a commis. L'enquête est donc maintenue vivace au Moyen-Âge, dans les pratiques de l'Église, et s'impose au moment donc où la justice se constitue comme tiers, comme instance supérieure supposée trancher le conflit, en y prenant part via la personne du procureur, ou au nom d'une infraction à une loi, au pouvoir du souverain. Ce modèle va s'imposer dans la pratique judiciaire et pénale, pour rayonner ensuite dans différents savoirs, et Foucault les énumère dans la citation 10, je vous passe, mais en gros, donc, le savoir économique, l'économie politique, la statistique, la géographie, l'astronomie, la connaissance des climats. Enfin, il montre tout ça assez rapidement, mais voilà, je vous demande de le croire sur parole. Et j'arrive à la fin de la citation. Toutes les grandes enquêtes qui ont dominé la fin du Moyen-Âge sont au fond l'éclosion et la dispersion de cette première forme, de cette matrice qui est née au XIIe siècle. Même des domaines comme la médecine, la botanique, la zoologie, sont à partir des XVIe et XVIIe siècles des irradiations de ce processus. Tout le grand mouvement culturel qui, après le XIIe siècle, commence à préparer la Renaissance, peut être défini en grande partie comme celui du développement, du fleurissement de l'enquête, comme forme générale du savoir. Foucault insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas d'ailleurs voir une forme de progrès presque hégélien dans ce développement de l'enquête, comme une raison qui se serait de plus en plus imposée dans l'histoire. Si l'enquête s'impose, nous dit Foucault, ce n'est pas à cause de sa nature intrinsèquement rationnelle, par ses procédés rationnels, mais plutôt par son adéquation, par sa justesse, vis-à-vis de la société de l'époque, vis-à-vis des transformations politiques de cette société. Autrement dit, cette technique de la vérité particulière qu'est l'enquête, qui nous vient du juridique, prospère avant tout par les relations de pouvoir qu'elle rend possible. C'est ma citation 11. On reste impressionné, dit Foucault, par le fait qu'on ait dû attendre jusqu'au XIIe siècle pour arriver finalement, avec la procédure d'enquête, à un système rationnel d'établissement de la vérité. Je ne crois pas cependant que la procédure d'enquête soit simplement le résultat d'une espèce de progrès de la rationalité. Ce n'est pas en rationalisant les procédures judiciaires qu'on est arrivé à la procédure d'enquête. C'est toute une transformation politique, une nouvelle structure dans le domaine judiciaire. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. Une nouvelle structure politique qui a rendu non seulement possible, mais nécessaire, l'utilisation de cette procédure dans le domaine judiciaire. L'enquête, dans l'Europe médiévale, est surtout un processus de gouvernement, une technique d'administration, une modalité de gestion. En d'autres mots, l'enquête est une manière déterminée d'exercer le pouvoir. Nous nous tromperions si nous voyions dans l'enquête le résultat naturel d'une raison qui agit sur elle-même, qui s'élabore, qui fait ses propres progrès. Si nous y voyons l'effet d'une connaissance, d'un sujet de connaissance en train de s'élaborer. L'enquête correspond bien à une forme donc, qui intéresse Foucault, au point qu'il veut en faire donc, la généalogie, qu'il l'a fait patiemment. Mais ça l'intéresse par la façon, justement, qu'a l'enquête d'organiser l'expérience en élaboration de savoir, en distribution de pouvoir, en production de sujets qui se reconnaissent tenus par la vérité de procédures d'enquête qu'on fait sur leur vie ou qu'eux-mêmes sont amenés à faire sur leur existence. Foucault ne le mentionne pas, mais il me semble intéressant de noter que cette procédure d'enquête se fonde finalement sur une représentation de la vérité qui demeure une conception de type vérité dévoilement. Il s'agit, par l'enquête, de toucher à une vérité des faits, une vérité qui est objective, qui est univoque, qui est absolue en un certain sens, qui est dissimulée par le mensonge ou par l'absence de fait qu'il y aurait un flagrant délit, et qui donc qu'il faut reconstruire, ou plutôt dévoiler par l'enquête. Donc en soi, le modèle de vérité sous-tendu par l'enquête pourrait être une limite à l'intérêt de Foucault, mais ce qui intéresse Foucault, ce n'est pas tellement la vérité qui sous-tend l'enquête que l'enquête elle-même comme procédure de vérité parmi d'autres, c'est-à-dire depuis justement le point de vue extérieur, le métaniveau que Foucault prend sur ces régimes de vérité, sur cette production de savoir. Après cette enquête sur l'enquête, justement dans le Moyen-Âge, Foucault passe, second temps, à l'examen
et à cette modernité qui s'instaure, hein, selon lui, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, pour essayer d'analyser quelles pratiques pénales caractérisent cette société et peuvent également devenir la matrice de savoir moderne. Or, cette société moderne, qui naît au début du XIXe siècle, qui provient des Lumières, se caractérise pour Foucault par la réorganisation du système judiciaire et du système pénal dans les différents pays d'Europe, une réélaboration théorique qui tourne justement autour d'enjeux d'ordre disciplinaire, selon Foucault. Il s'agit pour lui de corriger les individus potentiellement dangereux et de sécuriser la société. Hein. Et c'est des thèmes qui sont abondamment développés dans Surveiller et punir, si vous voulez un développement exhaustif. Mais il rappelle donc, et c'est ma citation 12, toute la pénalité du XIXe siècle devient un contrôle, non pas tant sur ce que font les individus, est-ce conforme ou non à la loi, mais sur ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils sont sujets à faire, de ce qu'ils sont dans l'imminence de faire. Ainsi, la grande notion de la criminologie et de la pénalité, vers la fin du XIXe, a été la scandaleuse notion, en termes de théorie pénale, hein, de dangerosité. La notion de dangerosité signifie que l'individu doit être considéré par la société au niveau de ses virtualités, non pas au niveau de ses actes, non pas au niveau des infractions effectives à une loi effective, mais au niveau des virtualités de comportement qu'elle représente. C'est ainsi que se développe, autour de l'institution judiciaire, et pour lui permettre d'assumer la fonction de contrôle des individus au niveau de leur dangerosité, une gigantesque série d'institutions qui vont encadrer les individus tout au long de leur existence. Institutions pédagogiques comme l'école, psychologiques ou psychiatriques comme l'hôpital, l'asile, la police. Tout ce réseau d'un pouvoir qui n'est pas judiciaire doit remplir l'une des fonctions que la justice s'attribue à ce moment, non plus celle de punir les infractions des individus, mais celle de corriger leur virtualité. Nous entrons dans l'âge de ce que j'appellerais l'orthopédie sociale. Il s'agit d'une forme de pouvoir, d'un type de société que je désigne comme société disciplinaire, par opposition aux sociétés proprement pénales que nous avions connues auparavant. C'est l'âge du contrôle social, dit Foucault, qu'il appelle également panoptisme, dans l'idée d'un dispositif généralisé de regard et de contrôle des conduites, et qui s'opère précisément par la pratique de l'examen. C'est ma citation 13. Hein. Le panoptisme est une forme de pouvoir qui repose non plus sur une enquête, mais sur quelque chose de totalement différent, que j'appellerais examen. L'enquête était une procédure par laquelle, dans la pratique judiciaire, on cherchait à savoir ce qui s'était passé. Je passe quelques lignes. Ici, il ne s'agit plus de reconstituer un événement, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un qu'on doit surveiller sans interruption et totalement. Surveillance permanente des individus par quelqu'un qui exerce sur eux un pouvoir, instituteur, chef d'atelier, médecin, psychiatre, directeur de prison, et qui, tant qu'il exerce le pouvoir, a la possibilité aussi bien de surveiller que de constituer sur ceux qu'il surveille, à leur sujet, un savoir. Un savoir qui a maintenant pour caractéristique non plus de déterminer si quelque chose s'est passé ou non, de dévoiler une vérité objective des faits, donc, hein, mais de déterminer si un individu se conduit ou non comme il faut, en conformité ou non à la règle, s'il progresse ou non. Je passe à nouveau quelques lignes. Plus loin donc, un nouveau savoir de type totalement différent, un savoir de surveillance, donc d'examen, qui est organisé autour de la norme par le contrôle des individus. Celle-ci est la base du pouvoir, la forme du savoir-pouvoir qui va donner lieu non pas aux grandes sciences de l'observation, comme le cas de l'enquête, mais à ce que nous appelons sciences humaines, psychiatrie, psychologie, sociologie. J'aimerais maintenant analyser comment cela s'est passé, comment on est arrivé à avoir, d'une part, une théorie pénale déterminée qui programmait clairement un certain nombre de choses, et d'autre part, une pratique réelle, sociale, qui a conduit à des résultats totalement différents. La méthode de l'examen rayonne donc, à son tour, selon Foucault, comme un modèle possible de vérité, au sein de savoirs qui, finalement, disons, en finissent par excéder le champ proprement juridique, ou le champ de la gouvernementalité, inspiré du juridique, en influençant en profondeur les sciences humaines. La mise en examen n'est pas réservée au champ du droit, elle ne l'est plus. Elle est aussi structurante pour la médecine, et par exemple tous ces examens médicaux, pour la pédagogie et ces examens scolaires que nous connaissons trop bien. Ces examens ne visent plus à établir une vérité factuelle,
mais à vérifier une conformité d'un sujet vis-à-vis d'une norme. Dans le cas de la médecine, d'une norme vis-à-vis celle d'un sujet sain, et donc non pathologique, et du point de vue de l'élève ou de l'étudiant d'un certain savoir à acquérir. Il s'agit d'évaluer le degré de normalité, de traiter du coup la déviance ou anormalité, et de contrôler l'évolution des sujets par une surveillance minutieuse. Ce mode juridique de production de la vérité aurait donc influencé de façon profonde les pratiques sociales, en ce compris donc les pratiques scientifiques. Foucault note néanmoins que l'examen, qui infuse donc toutes les pratiques judiciaires et juridiques, n'est pas inventé vraiment dans le droit, mais parallèlement à la justice, il nous dit. Il vient d'une certaine pratique du contrôle social, ou de pratiques diverses, que Foucault analyse dans deux cas, le cas de la France et le cas de l'Angleterre, et je ne vais pas revenir sur cette généalogie de l'examen et sur la manière dont cette pratique arrive, mais il nous montre que, par exemple, dans le cas de l'Angleterre, l'examen, avant d'être pratiqué par le pouvoir et d'être centralisé, est pratiqué par des groupes sociaux différents pour justement anticiper et éviter des procédures pénales qui ont parfois des sanctions très sévères et très lourdes. Donc il s'agit presque d'une prévention par rapport au droit. Bref, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce mode de contrôle social et de production du vrai, qui est fondé sur la norme, s'oppose ou se superpose d'abord, dans un premier temps, à une acception classique du droit, fondée non pas sur la norme mais sur la loi, et qui peu à peu va, au cours du XIXe siècle, s'y intégrer. Et Foucault, à ce titre, parle d'un certain paradoxe dans l'évolution du droit, dans une certaine représentation, en tout cas, que lui conserve du droit. C'est ma 14e citation. J'essaierai de montrer dans cette conférence que l'apparition du panoptisme comporte une espèce de paradoxe. Au moment même où il apparaît, nous voyons se former une certaine théorie du droit pénal, de la pénalité, de la punition. Cette théorie de la punition subordonne le fait de punir, la possibilité de punir, à l'existence d'une loi explicite, à la constatation explicite d'une infraction à cette loi, et finalement à une punition qui aurait pour fonction de réparer ou de prévenir, dans la mesure du possible, le tort que fait l'infraction à la société. Cette théorie légaliste, théorie proprement sociale, presque collectiviste, s'oppose entièrement au panoptisme. Je passe quelques phrases. En fait, ce qui est important à observer, et qui constitue un fait historique essentiel, c'est que cette théorie légaliste a été doublée dans un premier temps, et ultérieurement dissimulée, voire totalement obscurcie, par le panoptisme, qui s'était formé à la base en marge ou à côté d'elle. C'est la naissance du panoptisme qui se forme et qui est mue par une force de déplacement depuis le XVIIe jusqu'au XIXe siècle, et tout au long de l'espace social. C'est cette reprise par le pouvoir central des mécanismes populaires de contrôle qui caractérise l'évolution du XVIIe siècle et qui explique comment débute, à l'aube du XIXe, l'ère du panoptisme qui va recouvrir toute la pratique et jusqu'à un certain point toute la théorie du droit pénal. Ce qui m'amène donc tout ça à quelques éléments conclusifs finalement sur le rapport de Foucault au droit et sur le rapport du droit à la norme. Il me semble que cette opposition d'un système que lui considère comme légaliste et d'un système normatif, de la loi et de la norme en gros, est assez fondamentale pour caractériser la conception qui demeure chez Foucault du droit, bien qu'il soit conscient évidemment que de l'évolution contemporaine de la pratique du droit qui désormais inclut en elle la norme. Mais c'est également assez déterminant pour une certaine lecture que propose Foucault de l'histoire, et notamment de la modernité, qu'il considère comme passage d'un système fondé sur la loi à un système fondé sur la norme, avec tous les effets aliénants pervers que pointe Foucault évidemment en sous-main. Cette évolution, par exemple, se retrouve dans le traitement qui est fait des anormaux et auquel Foucault consacre pas mal de pages, qui montre la lente évolution de la condamnation des anormaux par la loi, dans certains cas, à finalement leur redressement, ou leur dressage par la norme, tel que la pratique notre société. Mais si on suit Foucault, l'opposition entre droit et norme se structure non seulement dans le rapport à la vérité, mais dans les rapports de pouvoir qu'ils rendent pensables. Alors que le régime du droit et de la loi produit des effets qui sont surtout négatifs, nous dit Foucault, le droit empêche, exclut, sanctionne. La norme, de son côté, a un effet plutôt positif. Elle transforme, elle corrige, elle régule, suivant le sens vraiment productif du disciplinaire chez Foucault. La conception du pouvoir que l'on peut formuler à partir du droit, toujours dans ce sens-là, au sens initial de la loi et de son application, est celui assez vertical de la souveraineté, alors que les normes et ce système de la norme nous permettent de penser un pouvoir
beaucoup plus diffus dans la société, qui s'éparpillent en une multitude de rapports de micro-pouvoirs, ce qui correspond pour Foucault à une représentation plus juste et plus exacte des rapports de force tels qu'ils se présentent dans notre société. Foucault nous dit que c'est donc à l'opposé des représentations juridico-discursives, qui mêlent pour lui relations négatives, instance de la règle, cycle de l'interdit, logique de la censure, unité du dispositif, je cite les grands points, mais il les développe. Donc à l'opposé de ces représentations-là, que peut se saisir donc la véritable nature du pouvoir. Il faut arriver à sortir d'un système fondé sur ce qu'il considère comme le système droit-loi pour arriver à penser justement le pouvoir. Et ces distinctions se retrouvent explicitement dans d'autres textes. Il me semble riche pour une analyse justement sur le rapport du droit à la politique, ou par exemple de tous les problèmes juridiques qu'ont posé récemment, par exemple la pandémie. Et c'est ma dernière citation, qui est un peu longue, mais qui me semble riche de pas mal d'éléments que je voudrais vous soumettre. Et après, je finis. Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train non pas de régresser, mais de s'intégrer à un pouvoir beaucoup plus général, en gros celui de la norme. Regardez quelle difficulté éprouve aujourd'hui l'institution pénale elle-même, à accepter en tant que tel l'acte pour lequel elle est faite, porter une sentence. Comme si punir un crime n'avait plus guère de sens, on assimile de plus en plus le criminel à un malade, et la condamnation veut passer pour une prescription thérapeutique. Cela est caractéristique d'une société qui est en train de cesser d'être une société juridique articulée essentiellement sur la loi. Nous devenons une société essentiellement articulée sur la norme. Ce qui implique un système de surveillance, de contrôle tout autre. Une visibilité incessante, une classification permanente des individus, une hiérarchisation, une qualification, l'établissement de limites, une mise en diagnostic. La norme devient un critère de partage des individus. Du moment que c'est bien une société de la norme qui est en train de se constituer, la médecine, en tant qu'elle est la science par excellence du normal et du pathologique, va être la science reine. Sass, je ne sais pas comment on dit, la médecine est la religion de l'âge moderne. Je modifierai un peu la proposition. Il me semble que le pouvoir de la religion, du Moyen-Âge à l'époque classique, était de type juridique, avec ses commandements, ses tribunaux et ses pénitences. Plutôt que d'une succession religion-médecine, je verrais plutôt une succession droit-norme. Le pouvoir médical est au cœur de la société de normalisation. On voit apparaître les effets de pouvoir de la médecine partout, que ce soit dans la famille, dans l'école, dans l'usine, dans les tribunaux, à propos de la sexualité, de l'éducation, du travail, du crime. La médecine est devenue une fonction sociale générale, elle investit le droit, elle se branche sur lui, elle le fait fonctionner. Il se constitue une sorte de complexe juridico-médical, actuellement, qui est la forme essentielle du pouvoir. Mais ce qui permet à la médecine de fonctionner avec une telle force, c'est que, contrairement à la religion, elle est inscrite dans l'institution scientifique. On ne peut se contenter de désigner les effets disciplinaires de la médecine. La médecine peut bien fonctionner comme mécanisme de contrôle social. Elle a aussi d'autres fonctionnements, techniques, scientifiques, qui sont donc plus difficiles à déconstruire ou à interroger. Et ce ton très critique de Foucault ne doit pas pourtant nous faire penser que le philosophe ici exprime une préférence pour un modèle juridique d'organisation des pratiques. L'obéissance à la loi ne l'emporte pas dans sa conception ne l'emporte pas plus, disons, que le dressage que nous impose la norme. Et tout un pan de sa pensée, qui est le pan dédié à ce qu'il nomme l'esthétique de l'existence, vise à travailler, justement, je disais quelques mots là-dessus au début, vise à travailler une vie qui soit certes potentiellement subversive par rapport au canon de la norme, mais qui privilégie aussi, et c'est très important pour Foucault, une certaine autonomie éthique du sujet, plutôt qu'une morale de l'obéissance au code de conduite. Et cette morale de l'obéissance au code de conduite que rejette Foucault, c'est ce qu'il nomme une structuration juridique des comportements. Donc on voit bien que ce n'est ni la loi ni la norme qui nécessairement emportent la décision, il n'y a pas l'idée d'un choix politique entre les deux, il y a l'idée d'essayer de voir les effets pervers, les effets de pouvoir dans chacun de ces grands modèles. Ces quelques remarques conclusives donc, sur la norme visent à montrer qu'on ne peut pas, je pense, penser la question du droit, de sa fonction, chez Foucault en tout cas, hors d'une réflexion sur les normes. Il me semble que tout le parcours que j'essaie de restituer ici nous invite à penser le droit finalement comme producteur de vérité et producteur de modèles de vérité dans une liaison intime avec les pratiques sociales et aussi avec les disciplines qui visent à rendre compte de ces pratiques selon l'interdisciplinarité chère à notre séminaire.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute.